Tout le matin du 28 décembre 2014, aéroport Juanda à Surabaya, île de Java, Indonésie. Sur l'un des tarmacs éloignés se trouve un Airbus A320 version 216 de la compagnie Indonesia AirAsia. C'est un avion relativement neuf, il a 6 ans. Il a décollé la première fois en 2008 et a passé sa visite de maintenance programmée environ 1 mois et demi avant ce vol, en novembre 2014. À ce jour, cet A320 a effectué au total 13 610 vols. Aujourd'hui, cet avion assure le vol 8501 de l'Indonésie vers Singapour. Selon l'horaire, le départ est à 5h20 du matin, heure locale, et l'arrivée à Singapour à 8h30, heure de Singapour. Le vol dure environ 2h10. 162 personnes doivent prendre ce vol, 2 pilotes, 4 PNC et 156 passagers, parmi lesquels se trouve un ingénieur de la compagnie aérienne. Il est enregistré comme passager, mais fait en réalité partie du personnel de la compagnie. Le commandant de bord, Irianto, citoyen indonésien, 53 ans. Nous avions déjà mentionné dans la vidéo sur la catastrophe aérienne du Boeing 737 de la compagnie Lion Air que les Indonésiens n'ont souvent pas de nom de famille, mais un seul nom. Au cours de sa carrière, il totalisait plus de 20 000 heures de vol, dont plus de 4 000 heures sur Airbus A320. Auparavant, Irianto a servi dans les forces aériennes indonésiennes, où il pilotait des chasseurs F-5 Tiger et F-16. Après avoir quitté l'armée, il est passé dans l'aviation civile, a travaillé pour la compagnie Adam Air, puis chez Indonesia AirAsia, où il a suivi une formation de conversion sur Airbus A320. Le copilote, Rémi Emmanuel Plessel, citoyen français, 46 ans. Son total d'heures de vol s'élevait à 2275 heures, dont la quasi-totalité sur Airbus A320. Il est diplômé de l'École nationale de l'aviation civile française, l'ENAC, École nationale de l'aviation civile. C'est la principale académie de formation de pilotes d'État en France. Il a d'abord travaillé pour la compagnie Air Caraïbes avant de voler chez Indonesia AirAsia. Plessel possédait une licence de pilote en cours de validité de catégorie ATPL délivrée en France. L'ATPL, Airline Transport Pilot License, est la catégorie de licence de pilote la plus élevée, autorisant le pilote à occuper le rôle de commandant de bord ou de copilote sur des aéronefs d'aviation commerciale. Les pilotes commencent par la PPL, Private Pilot License, licence privée. Elle donne le droit de piloter des avions légers à des fins non commerciaux. Il s'agit d'avions monoteurs légers comme le Cessna 172, le Piper PA-28 et d'autres appareils d'entraînement ou de loisirs. Avec cette licence, il est interdit de travailler dans des compagnies aériennes et de transporter des passagers. Ensuite, ils obtiennent la CPL, Commercial Pilot License, licence commerciale. Elle donne le droit de travailler comme pilote en permettant de voler, par exemple, pour des vols charters, l'aviation sanitaire ou les lignes régionales. Habituellement, ces pilotes volent sur des avions à turbopropulseurs légers et moyens, comme le Beechcraft King Air, le Pilatus PC-12 ou le Cessna Caravan. L'ATPL, c'est la catégorie transport. Le plus haut niveau de formation, exigeant au moins 1500 heures de vol et la réussite d'examens théoriques complexes. Un pilote avec une ATPL peut être commandant de bord ou copilote sur des avions de ligne passagers tels que l'Airbus A320, le Boeing 737, l'Airbus A380 et d'autres avions de l'aviation civile. Le commandant Irianto et le copilote Rémi Plessel entament la préparation avant vol. Ils vérifient l'itinéraire, départ de Surabaya, montée et sortie au niveau de vol 320, c'est environ 10 km, sur la voie aérienne M635 au-dessus de la mer de Java, puis cap vers Singapour. Selon les prévisions des services météorologiques, la situation au-dessus de la mer était typique de la saison des pluies dans cette région. Le long de la route, de puissants cumulonimbus étaient observés par endroits, leur sommet culminant jusqu'à 14 km. De telles formations orageuses sont courantes dans cette région à cette période de l'année et l'équipage les prenait en compte lors de la planification de l'itinéraire et du niveau de vol. Pendant ce temps, les passagers se rassemblent dans la salle d'embarquement. À l'approche de Nouvel An, les vols vers Singapour sont traditionnellement complets. Certains partent en vacances, d'autres rendent visite à leurs proches. La majorité des passagers sont des citoyens indonésiens, principalement des familles avec des enfants et des étudiants qui rentrent pour les vacances. Cependant, tout le monde n'a pas pu embarquer sur ce vol.
D'après les données officielles d'AirAsia, 23 passagers qui avaient une réservation n'ont pas pu s'enregistrer et passer l'embarquement. Parmi eux se trouvait une famille nombreuse de 10 personnes. Ils ne sont arrivés à l'aéroport qu'à quelques minutes de retard. Par la suite, leurs noms resteront sur les listes comme des passagers ne s'étant pas présentés au vol. Pendant ce temps, l'équipage met les moteurs en route. Devant eux, un vol ordinaire, de routine, entre deux mégapoles asiatiques, Surabaya et Singapour, sur un itinéraire bien connu. À ce moment-là, la préparation au décollage est terminée. L'avion a pris un peu de retard et vers 5h25, heure locale, le commandant de bord demande l'autorisation de repoussage. L'avion dégage lentement du tarmac et commence à rouler en direction de la piste 28. La voie de circulation longe le terminal vers l'extrémité ouest de la piste, d'où s'effectuent les départs en direction de la mer de Java. La température de l'air est d'environ 26 degrés, la direction du vent est à environ 3 mètres par seconde. La piste est sèche, éclairée par les feux de presseuil. À 5h35, l'avion s'immobilise au point d'arrêt. Le contrôleur donne l'autorisation de décollage. Les moteurs montent au régime de décollage. L'avion commence sa course d'élan. Quelques instants plus tard, l'Airbus quitte la piste et entame sa montée. Le train d'atterrissage est rentré. Après avoir atteint une hauteur de sécurité, l'équipage place les manettes de poussée dans le mode montée, réduisant la poussée jusqu'à la valeur calculée pour la montée de croisière. C'est une procédure standard qui réduit la charge sur les moteurs et la consommation de carburant. L'avion passe une hauteur d'environ 300 mètres, cap 290 degrés, en direction de la mer de Java. Quelques minutes plus tard, l'avion de ligne effectue un virage à droite vers le nord-est pour rejoindre la voie aérienne M635, longeant la côte de Kalimantan, puis se dirigeant vers Singapour. Environ 15 minutes se sont écoulées depuis le décollage. L'Airbus poursuit sa montée progressive et atteint le niveau de vol 320, soit 9700 mètres. Au-dessus de la mer de Java, la couverture nuageuse s'épaissit. Sur le radar météorologique, des zones d'orages actifs sont visibles, des zones de réflectivité brillante devant et légèrement à droite de la route. L'équipage décide de demander une déviation à gauche de la voie aérienne pour contourner la zone nuageuse la plus puissante. À 5h53, le commandant contacte le contrôleur du centre de contrôle de la circulation aérienne à Jakarta et demande une déviation à gauche à raison de la météo. Le contrôleur donne l'autorisation de dévier jusqu'à 20 000 nautiques, soit environ 37 km de la voie aérienne M635, et maintient le niveau de vol 320 pour le vol. L'avion entame un virage progressif à gauche, d'environ 20 degrés par rapport au cap initial. Le copilote surveille l'indication du radar et précise la direction pour contourner les zones ayant les plus fortes réflectivités. D'après le radar météo et visuellement, il n'y a devant qu'une couche nuageuse blanche et continue. La température à cette altitude est d'environ moins 60 degrés. Combiné aux nuages élevés, il y a un risque de givrage. Le copilote décide d'activer le système anti-givrage pour prévenir le risque de formation de glace sur les ailes et les moteurs de l'avion. On annonce aux passagers qu'ils doivent regagner leur siège et attacher leur ceinture en raison de possibles turbulences. À 6 h du matin, un message d'avertissement apparaît sur le moniteur ECAM, Auto Flight Rudder Travel Limiter System, panne du système de limitation de la gouverne de direction. Également à l'écran, une instruction pour l'équipage. Coupez puis remettez sous tension les deux calculateurs, FAC 1 et FAC 2. Ces boîtiers, Flight Augmentation Computer, gèrent la stabilisation en lacet et limitent le débattement de la gouverne de direction à haute vitesse. Ce message n'apparaît pas de la première fois. Une panne similaire avait déjà été enregistrée sur cet avion à plusieurs reprises ces derniers mois. L'équipage exécute la procédure standard, tente de redémarrer le système. Pendant ce temps, l'avion continue de voler de manière stable. Le contrôle n'est pas compromis. Le limiteur de gouverne de direction en lui-même est l'un des éléments de commande les plus importants de l'avion. Il limite la valeur maximale du débattement de la gouverne de direction qui est responsable du lacet de l'avion. À haute vitesse, ce limiteur fonctionne en empêchant les débattements de la gouverne de direction à de grands angles afin d'éviter qu'une menace pour la stabilité du vol n'apparaisse. Tout cela s'inscrit dans une technologie de commande de vol unique qui a remplacé les traditionnelles commandes mécaniques à câble. Elle s'appelle Fly-by-Wire, commande de vol électrique.
Dans les avions de ligne modernes, les ordres venant du manche et du palonnier ne sont pas transmis directement aux gouvernes, mais par intermédiaire de senseurs électroniques et de modules de calcul. En général, sur l'Airbus A320, le contrôle du vol est réparti en 9 calculateurs. 2 ELAC contrôle les ailerons et la gouverne de profondeur. 3 SEC contrôle les spoilers et double les commandes. 2 SFC sont responsables des volets et des becs. Et 2 FAC sont responsables de la stabilisation en lacet et du fonctionnement de la gouverne de direction. Les calculateurs analysent chaque mouvement du pilote, vérifient les paramètres de vol et envoient ensuite seulement les signaux aux actionneurs, gouverne, aileron, stabilisateur et moteur. Pour la première fois, le prototype de ce système a été installé sur le Concorde, l'un des avions de ligne les plus avancés de son époque. En général, les cumulonimbus sont l'un des phénomènes les plus complexes et imprévisibles auxquels un équipage peut se confronter. De l'extérieur, ils ressemblent à d'ordinaires masses cumuliformes, denses, mais à l'intérieur, des flux turbulents, des brusques variations de pression et de température. À l'intérieur d'un cumulonimbus, les courants ascendants et descendants peuvent atteindre de 30 à 50 mètres par seconde. De tels cisaillements de vent sont capables de modifier soudainement l'altitude et l'inclinaison de l'avion, obligeant le pilote automatique ou le pilote à corriger manuellement la trajectoire. Un autre danger, c'est le givrage. Dans les gouttelettes surfondues en suspension, la glace se forme instantanément sur les bords d'attaque de l'aile, sur les stabilisateurs et surtout sur les capteurs. Si les systèmes anti-givrage ne sont pas activés à temps, la glace peut modifier l'aérodynamique de l'aile, augmenter la traînée et fausser les indications des instruments. Les tubes de pitot sont particulièrement vulnérables. Ce sont de petits senseurs situés sur le nez de l'avion qui mesurent la vitesse du flux d'air. C'est pourquoi la procédure standard consiste à contourner ces zones en suivant le radar météo, en maintenant une distance de sécurité de plusieurs dizaines de kilomètres, même si la route s'allonge. Pour les passagers, c'est imperceptible, mais pour l'équipage, le contournement des orages est l'une des tâches les plus importantes lors des vols sous les tropiques. Quelque temps plus tard, les pilotes demandent le niveau de vol 380 et une montée jusqu'à 11 km et demi. L'avertissement de panne du système de limitation de la gouverne de direction s'allume de nouveau. Les pilotes exécutent à nouveau la procédure de redémarrage du système. Mais après quelques secondes, l'avertissement réapparaît. De tels avertissements avaient déjà été enregistrés auparavant sur cet avion. Au total, 23 fois au cours de l'année écoulée et toujours au sol. Après l'un de ces cas, un technicien avait effectué une réinitialisation complète du système. Elle avait été effectuée non pas via le panneau supérieur, mais via le panneau des disjoncteurs, Circuit Breaker Panel, situé derrière le siège du commandant. Sur ce panneau se trouvent des dizaines de boutons disjoncteurs ronds, chacun alimentant ou coupant l'alimentation d'un bloc distinct du système de l'avion. Cette procédure n'est autorisée qu'au sol. Mais cette fois, l'équipage décide d'effectuer la même réinitialisation complète directement en vol. Le commandant Irianto décide de corriger la panne manuellement. Il se lève et se dirige vers le panneau des disjoncteurs derrière lui. Sur ce panneau se trouvent les boutons disjoncteurs, chacun alimentant ou coupant l'alimentation d'un bloc distinct du système de l'avion. Il désactive le calculateur FAC2, suivant la procédure de redémarrage qu'il avait vue au sol. Pendant quelques secondes, le message à l'écran disparaît, mais il réapparaît presque immédiatement. Le commandant répète sa tentative. Cette fois, il désactive simultanément les deux blocs FAC1 et FAC2, effectuant une réinitialisation complète du système désormais en vol. À ce moment-là, une alarme sonore retombe, l'autopilote se désengage et l'inscription Autoflight AP Off s'allume sur le tableau de bord. Ensuite, l'automanette se désactive et le mode Alternate Low apparaît sur l'écran de commande de vol. L'avion est maintenant entièrement en pilotage manuel, sans limite d'inclinaison ni d'angle d'attaque, dans des conditions de nuages denses et de turbulences. Les moteurs et les commandes deviennent plus sensibles et nécessitent un pilotage manuel. Lorsque les deux calculateurs FAC ont été désactivés, de nouveaux avertissements apparaissent sur l'écran ECAM, les uns après les autres. Le système de commande de vol passe dans ce qu'on appelle l'Alternate Low. C'est un mode de pilotage de recours dans lequel l'avion reste entièrement contrôlable, mais perd une partie des protections automatiques intégrées au système fly-by-wire.
En mode normal, normal low, le calculateur veille à ce que l'avion ne dépasse pas les angles d'attaque admissibles, ne dépasse pas la vitesse ou l'inclinaison et, quelles que soient les actions du pilote, amortit automatiquement les mouvements brusques des mini-manchets. En alternate low, ces limitations n'existent plus. Toutes les protections sont désactivées. Les réactions de l'avion deviennent plus sensibles et le contrôle dépend entièrement des actions de l'équipage. L'avion se trouve au niveau de vol 320, soit 9750 mètres, et évolue dans des nuages denses. Quelques secondes plus tard, la gouverne de direction de l'avion a dévié de quelques degrés. L'avion commence à s'incliner à gauche. Ce n'est que lorsque l'inclinaison atteint son maximum, à 54 degrés, que le copilote commence à comprendre ce qu'il se passe. Il saisit la poignée du side stick et tire à lui et à droite, le nez de l'avion se cabre fortement et l'avertissement de décollage se déclenche. Le copilote relâche le side stick et le nez de l'avion revient en position normale. Mais après cela, il recommence à tirer le side stick à lui. Le taux de montée augmente, 15, 20, 25 mètres par seconde, jusqu'à atteindre environ 50 mètres par seconde. Sur les instruments, l'angle de tangage augmente, 10 degrés, 15, 25. Les protections automatiques, qui en mode normal limitent la montée, sont maintenant désactivées. Le calculateur n'intervient pas et ne corrige pas le dépassement de l'angle d'attaque. Le commandant tente de stabiliser l'avion, mais à cause des nuages denses, il n'y a aucun repère visuel, seulement les instruments. Il commence lui aussi à tirer le side stick à lui. L'altitude augmente rapidement jusqu'à atteindre 11 km et demi. Pendant ce temps, la vitesse commence à diminuer rapidement. L'air devient de plus en plus raréfié et la montée se poursuit toujours. À une altitude d'environ 11 km et demi, l'avion de ligne atteint l'angle d'attaque critique. C'est déjà au-delà des capacités de l'équilibre aérodynamique normal de l'A320. À ce moment, l'angle d'attaque dépasse 50 degrés. Le nez de l'avion est cabré de 25 à 30 degrés et la vitesse chute brutalement. Les moteurs fonctionnent en mode normal, mais la portée de l'aile est déjà perdue. L'avion entre en décollage profond. L'avion de ligne se met à tomber comme une pierre. Au cours des 30 secondes suivantes, l'avion perd environ 2,5 km d'altitude. Ensuite, la descente s'accélère brusquement et l'avion plonge rapidement. Les pilotes tentent de reprendre le contrôle, mais tous les efforts sont vains. La vitesse horizontale chute à des valeurs extrêmement basses, environ 180 km/h. Parallèlement, la vitesse verticale augmente rapidement et dépasse les 100 mètres par seconde en descente. La perte d'altitude se produit à une vitesse catastrophique. Le commandant crie plusieurs fois au copilote « Pull down, pull down ». Mais d'après les données des enregistreurs de vol, les side sticks restent toujours en position tirée vers soi. À 6h20 du matin, l'avion s'écrase contre l'eau à une vitesse énorme. Les 162 personnes à bord périssent. Immédiatement après la disparition du vol des écrans radars, les contrôleurs du centre de contrôle de la circulation aérienne de Jakarta tentent d'établir la communication avec l'équipage. Pas de réponse. Au bout de quelques minutes, la procédure ALERFA, alerte d'urgence en cas d'accident potentiel, est déclenchée. Et 1 heure plus tard, DTREFA, le plus haut niveau d'alerte des services de recherche et de sauvetage. Des dizaines de navires et d'avions d'Indonésie, de Singapour, de Malaisie, d'Australie et des États-Unis participent à l'opération de recherche. La zone de recherche principale, la zone maritime de la mer de Java, à environ 100 km au sud de Bornéo. Le 31 décembre 2014, au 4e jour des recherches, des divers trouvent les premiers débris et les corps des passagers. Quelques jours plus tard, la partie principale du fuselage est retrouvée sous l'eau. Par la suite, les enregistreurs de vol, FDR et CVR, sont remontés sous la vase. La commission du KNKT, Comité national de la sécurité des transports indonésiens, a établi. La cause première a été une panne dans le module FAC-2, qui était déjà apparu précédemment sur cet avion. La panne était causée par une fissure après une soudure. Cela a conduit à l'apparition de messages récurrents sur l'ECAM avec des dysfonctionnements. L'équipage a effectué incorrectement la réinitialisation du système en désactivant les 2 calculateurs FAC, ce qui a entraîné le passage en alternate low et la perte des protections automatiques. L'équipage a provoqué un angle de tangage excessif, entraînant un décrochage aérodynamique. L'absence de coordination adéquate entre les pilotes et la surcharge d'informations n'ont pas permis de reprendre le contrôle à temps. L'avion Airbus A320 s'est écrasé en mer de Java le 28 décembre 2014.
Il y avait 162 personnes à bord, 2 pilotes, 5 membres d'équipage et 155 passagers. Tous périrent.